La série Diablo de Blizzard North a marqué le jeu vidéo à la fin des années 90. Il a apporté un nouveau genre, l'action RPG en vue isométrique, a développé le loot et le grind avec des mécaniques RPG allégées, donnant de véritables succès critiques commerciaux. Diablo en 1996 s'est écoulé en 5 ans à 2,5 millions d'exemplaires, et Diablo 2 en 2000 à 4 millions d'exemplaires en seulement un an. Malgré la fermeture du studio Blizzard North et la disparition pendant une dizaine d'années de la franchise, le genre continue de se développer, entre Sacred, Torchlight ou encore Titan Quest. Finalement, en 2012, Diablo fait son grand retour avec le troisième opus, à la main cette fois directe de Blizzard Entertainment, et avec un succès fabuleux, comptabilisant en un an 12 millions de copies écoulées, pour monter à 30 millions en 2015, écrasant toute la concurrence, avec un nouveau système de compétences et une montée de niveau simplifiée. Voyons donc les causes d'un tel succès. J'ai déjà parlé de Diablo dans une rétrospective, réussissant à mêler une version simplifiée du RPG en le mixant avec de l'action et un système de loot. 4 ans plus tard, Blizzard North transfigure la formule avec Diablo 2. Le soft est plus grand, compte une histoire plus marquante, mais toujours aussi glauque, sur les relations humains, démons et anges, propose plus d'adversaires, de loot, de NPC et de possibilités, comme celle d'utiliser des mercenaires au combat. Mais c'est surtout le leveling et les classes qui changent tout. Diablo 2 et son DLC proposent ainsi 7 classes. Exit les 3 archétypes guerrier, mage et voleur, on retrouve cette fois la sorcière et ses puissants sorts, le paladin et ses marteaux volants, le nécromancien et son armée de morts-vivants, l'assassin et ses pièges, le druide et ses transformations, l'amazone et ses javelots de foudre, et le barbare avec ses attaques tourbillonnantes. Chaque classe a ainsi cette fois 3 arbres de talents spécifiques à choisir, des compétences à améliorer et des builds plus complexes à construire, donnant des possibilités plus étendues aux joueurs pour créer des personnages uniques, contribuant à l'incroyable succès du titre et surtout du genre. En y rajoutant la coopération et un endgame consistant à améliorer graduellement son équipement, on retrouve un titre écoulé en un an à 4 millions d'exemplaires. Dans le monde des RPG, Diablo fait donc figure de modèle à suivre alors même que la division Blizzard North disparaît, laissant la série orpheline. La concurrence s'organise. La fantasy de Dungeon Siege en 2002, de Gas Powered Games, les montures de Sacred d'Ascaron en 2004, avec ses 2 millions de copies en 5 ans, l'opus mythologique Titan Quest en 2006 d'Iron Lore Entertainment, avec son million de copies en un an, ou encore la série Torchlight en 2009 de Runic Games, avec des anciens Diablo aux manettes, incluant un deuxième opus s'écoulant à 2 millions de copies en un an. La recette est même adaptée à la sauce FPS, avec Borderlands en 2009, promis un bel avenir au sein du genre du looter-shooter. Face à tous ces succès, on aurait pu penser que Diablo 3 arriverait après la bataille, mais il n'en est rien. Quand cet opus sort en 2012, c'est accompagné d'un succès fulgurant. Aux commandes d'une des classes disponibles, on écume donc à nouveau le monde de Diablo, nous menant d'acte en acte, chacun avec ses lieux et ses thématiques. L'histoire est moins dramatique et sombre que ses aînés, malgré quelques twists macabres. L'ambiance rentre ainsi plutôt dans du médiéval fantastique trash que dans le gore et le malsain d'origine, surtout au vu des graphismes bien plus cartoon que ses aînés. Les lieux sont magnifiques, avec une mention spéciale pour le territoire des anges. Mais l'histoire dans ses grandes lignes n'a que peu d'intérêt, à l'exception peut-être de celle proposée par l'extension Reapers of Soul, qui remet une bonne dose de macabre et propose un retournement de situation unique, avec une faction d'anges souhaitant soudainement purger l'humanité. Au-delà de ça, le jeu est clair. Tuer, tuer et encore tuer. Vous tuerez ainsi des milliers d'ennemis dans la campagne principale, dans les missions hors campagne, qui servent d'endgame ou d'alternative à la campagne, ou dans les donjons, pour grinder. Le massacre est très bien réalisé. On clique pour trucider les adversaires dans des gerbes de sang, on utilise des compétences variées qui nous offrent une vraie sensation de puissance, et on triomphe d'un bestiaire varié, entre les démons, les hommes-bêtes, les morts-vivants et même les anges. Chaque meurtre vous octroie de l'expérience, qui vous permet de passer des niveaux, et du loot, permettant d'équiper des pièces d'armure ou des armes de plus en plus sophistiquées. Mais la progression du joueur a complètement changé. Exit les points de caractéristiques et les arbres de talent, place aux compétences et passifs modulables. À l'exception du endgame, on ne retrouve ainsi aucun point de caractéristique à placer, ils le sont automatiquement, tandis que les niveaux vous permettent de débloquer automatiquement les compétences et passifs à équiper sur votre personnage. Vous pouvez ainsi recomposer à l'envie vos sets de compétences, de runes, des variantes de compétences, et des passifs.
Si vous voulez davantage personnaliser votre personnage, il faudra attendre le endgame pour jouer sur l'équipement ou le système de leveling au-delà du niveau maximum. On enlève ainsi tous les aspects difficiles de la création de build, pour se concentrer sur la complémentarité des compétences actives et passives, et le loot de l'équipement qui sera déterminant pour l'évolution des caractéristiques. J'ai trouvé ce système particulièrement flexible et unique, permettant de donner un intérêt à leveler pour découvrir les nouvelles compétences et me permettant d'expérimenter facilement tous les styles de jeu, contrairement à Diablo 2 qui imposerait pour ce faire beaucoup trop de temps et d'énergie. Reste qu'une fois qu'on est arrivé au stade où on a notre set de compétences préférées, on perd d'un coup l'intérêt de leveler et de continuer l'aventure. D'autant plus que la difficulté est assez mal dosée. Si le titre a en effet été complètement refondu au fil des années pour être plus rapide, plus nerveux et avec du meilleur loot, ce qui fait qu'on roule en mode normal sur le jeu, cela force le joueur à monter régulièrement la difficulté jusqu'à la fin de l'aventure et ses modes tourment. Sauf que, si les difficultés plus hautes apportent plus de récompenses, elles apportent aussi des ennemis rares plus puissants, mais qui ont surtout plus de vie et de résistance, ce qui rend juste les joutes plus longues, sans les rendre nécessairement plus intéressantes. La difficulté semble ainsi un brin artificiel, aussi entre des batailles trop faciles ou des batailles trop longues. Le massacre des adversaires devient un brin hallucinatoire et répétitif. Heureusement, on ne s'ennuie pas grâce à la variété des classes et aux sensations de combat. Les classes ont désormais tout un système de ressources propres pour y puiser l'énergie des compétences, couplé avec ce système de progression plus flexible que jamais, permettant de tester facilement n'importe quelle combinaison. On retrouve d'abord des classes connues de Diablo. Le barbare et sa rage agressive, le sorcier et son mana alimentant des sorts surpuissants avec des tas de rayons magiques, le crusader et sa colère divine de paladin, et le nécromant bien plus dynamique que dans Diablo 2, avec des invocations nécessitant d'activer des tas de compétences à base d'essence. Dans le rang des nouvelles classes, on retrouve le mix entre un tireur et un assassin, avec le Demon Hunter et ses arbalètes, mêlant colère et piège, le moine et son esprit pour fracasser la tronche des adversaires, et l'atypique Witch Doctor avec ses invocations vaudou. La variété des sorts et des effets, et les recompositions à la volée sont de vrais points forts. N'empêche que le endgame ne sera que l'occasion de grinder encore et encore, en réalisant des missions et des donjons avancés pour débloquer plus d'équipements légendaires et plus de niveaux au-dessus du seuil maximum. Clairement, il y a mieux à faire dans le monde du jeu vidéo que de grinder dans Diablo 3. On note aussi que le soft s'est fait connaître à sa sortie par des ventes aux enchères au sein de l'Auction House, où l'on pouvait utiliser de l'argent réel et spéculer dessus, avant qu'il ne soit supprimé seulement 2 années plus tard, après des tas de controverses. Diablo 3 est rapide et nerveux, propose des classes qui ont tout un excellent feeling et troque une progression difficile pour quelque chose de flexible, qui permet de tester facilement un grand nombre de combinaisons. Reste que la campagne est plutôt oubliable, que le ton est passé du macabre au trash, et que les graphismes cartoon, très agréables à l'œil au demeurant, participent à un changement de ton manifeste de la série. Plus embêtant, le jeu n'a pas su gérer correctement sa difficulté au fil des mises à jour, imposant de modifier très souvent le niveau, avec des ennemis qui auront juste plus d'effets et seront plus longs à tuer. Le jeu est aussi extrêmement répétitif, conséquence du genre, mais conséquence également du fait que les combinaisons de sorts sont toutes découvertes vers le niveau 20 à 30 et que le reste de l'aventure est seulement un ajustement de l'équipement. Dommage, car les classes sont vraiment bien faites et variées au-delà de cet élément. Je note donc ce jeu, Grind macabre sur Descartes Kane. Diablo 3 a réussi la lourde tâche d'innover dans le secteur du ARPG avec un tout nouveau système de progression et s'est payé le luxe d'être en plus un immense succès, culminant à 30 millions de copies écoulées, atomisant ainsi toute forme de concurrence. Néanmoins, cette concurrence continue. Dans les années 2010, on retrouve ainsi le format MMO, avec Path of Exile en 2013 de Gringer Games, dont le deuxième opus paru cette année a déjà dépassé le million de copies, Grim Dawn en 2016 de Crate Entertainment, avec ses 7 millions de copies, ou encore Last Epoch en 2019. Reste que l'opus mobile Diablo Immortal en 2022 a rapporté 500 millions de dollars en un an, et que Diablo 4, paru en 2023, et qui a encore revu son système de progression et son ambiance, a atteint la somme stratosphérique d'1 milliard de dollars de revenus pour un nombre de copies écoulées estimé à 25 millions en 2024. Malgré les critiques sur les microtransactions du titre et sur le gameplay qui resterait répétitif et archaïque, Diablo continue donc d'inspirer les ARPG. À voir si Path of Exile 2 lui volera son trône.